C'est un slogan que tu entends tout le temps. C'est un slogan, moi je me suis disputé avec les gens qui défendent ça depuis des années. C'est toujours régularisation de tous les sans-papiers. J'ai vu des manifestations, même avec la CGT, le PC, qui étaient avec ce slogan-là. Qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois? Il n'y a plus de sans-papiers? On les régularise à nouveau, ce qui veut dire frontières ouvertes. Il y a 37 millions de réfugiés dans le monde, on les laisse venir tous. Je ne sais pas, quelle est la logique? Chaque fois que je pose la question, je dis, combien vous en voulez? Bon, il y a de nouveaux réfugiés, de nouveaux sans... Et ils ne te répondent jamais. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on se retrouve dans une période un peu particulière puisque on est en pleine élection législative. Jean-Luc Mélenchon, à gauche, a une position quasi hégémonique avec la NUPS. Il est sorti 3e des élections présidentielles. Quelle est votre analyse, vous, sur la gauche, son évolution? Comment en est-on arrivé là? Ok, mais merci. Je pense que la situation est assez mauvaise, en fait, et je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de la NUPS, mais je ne veux pas blâmer Mélenchon pour ça, parce qu'il est héritier d'une situation qu'il n'a pas réellement créée, et pour comprendre cette situation, je pense qu'il faut revenir sur l'histoire, et en particulier sur le fait que, pour le dire d'un mot, à partir des années 60, la gauche européenne, en tout cas et américaine, est devenue libérale, dans un sens un peu particulier du terme que je vais expliquer. Le libéralisme, évidemment, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de variantes, c'est pas juste une doctrine, mais quand elle s'est instaurée au XVIIe et XVIIIe siècle, avant les révolutions démocratiques, le libéralisme, évidemment, comme toujours, quand les gens n'ont pas le pouvoir, paraît sympathique, c'est-à-dire c'était l'idée de la défense de l'individu contre la religion et l'État, d'accord, qui était évidemment hégémonique. Quand ils ont pris le pouvoir après les révolutions démocratiques, les libéraux sont devenus avant tout des défenseurs de la propriété privée, et pas seulement de la petite propriété individuelle, mais finalement de la propriété du capital, du grand capital, comme on disait à l'époque, et aussi de l'hégémonie des médias, par la suite des médias de masse, du contrôle des médias de masse sur la société. Et d'une certaine façon, de subversifs, ils sont devenus des défenseurs de l'ordre établi. Face à cela, au XIXe siècle, on a eu tout le mouvement socialiste, marxiste, anarchiste, peu importe, et ce mouvement avait pour but, je dirais, bon, dans un sens très large du terme, un contrôle social de la production. C'est-à-dire que les moyens de production étant des propriétés individuelles devaient être contrôlés socialement pour ne pas être simplement le moyen d'exploitation de la majorité par une minorité. Dans un sens, ils poursuivaient l'idéal libéral, mais dans les circonstances nouvelles du capitalisme développé. Ce mouvement socialiste a obtenu beaucoup de choses au cours du temps, des droits syndicaux, le droit à l'éducation gratuite, y compris supérieure, la santé, etc., les pensions, tout l'état social, bon, qui est très développé en France, contrairement à ce qu'on dit toujours. On parle toujours on dit toujours la France est néolibérale, mais on voit bien les libéraux qui sortent, comment dirais-je, qui sortent des dents, avec leurs dents maintenant, et qui disent maintenant que Macron est réélu, qu'il n'a plus rien à perdre, il va aller à fond et liquider l'État social tel qu'il existe en France, et l'Europe veut ça, etc. Bon. Et donc, tandis que, évidemment, les pays comme la Belgique, l'Allemagne, etc., c'est beaucoup moins développé qu'en France. Donc, si tu veux, tu as eu tous ces acquis au cours du 19e et du 20e siècle, mais qui, évidemment, étaient basés sur, comme je dis, sur l'idée que tu pouvais avoir des contraintes collectives sur l'individu, en particulier sur et qu'il y avait un certain collectif à l'intérieur d'une nation, qui était une classe, etc., et qui pouvait imposer des règles aux capitalistes, en gros. Mais par exemple, tu vois, toutes ces notions sont antilibérales. Par exemple, aux États-Unis, si tu dis que tu veux l'éducation gratuite, les gens vont te répondre « Ah, vous voulez aussi qu'on paye votre assurance auto ?» Non, parce que l'éducation gratuite, c'est un bien collectif. L'assurance auto, ça c'est vrai que les gens choisissent ou pas d'avoir une auto, mais le fait d'avoir une éducation supérieure gratuite, c'est en principe une façon d'éduquer la population et donc un bien collectif. Mais ça, c'est quelque chose que l'idéologie libérale fondamentalement est contre, parce que la société n'existe pas, il n'y a que des individus, comme disait Thatcher. Alors il faut pas oublier non plus qu'au cours du 19e siècle, il y avait des points communs aux libéraux et aux socialistes, parce qu'il y avait une autre force qui est encore extrêmement forte dans le reste du monde, qui sont toutes les forces qui étaient monarchistes, féodales, religieuses, etc. Et face à cela, les socialistes comme les libéraux étaient rationalistes
il défendait la liberté d'expression, il défendait la démocratie, il défendait jusqu'à un certain point la souveraineté nationale. Toutes les révoltes, par exemple, contre les empires austro-hongrois, russes, ottomans, etc., au XIXe siècle ont été applaudies par des socialistes et par des libéraux, ou l'indépendance de l'Italie, etc. Et donc, il y avait quand même des points communs. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup des gens comme Michéa qui considèrent que, d'une certaine façon, le socialisme a été trahi par la gauche à l'époque de l'affaire Dreyfus, parce que le même problème s'est posé dans d'autres pays, et évidemment, la réaction cléricale, monarchiste, etc., était une réalité à cette époque-là. Ce n'est plus aujourd'hui, mais c'était à l'époque. Et donc, c'était un peu compréhensible qu'il y ait cet lien entre les deux. Mais à partir des années 60, grosso modo, évidemment, ça ne va pas faire en un jour, mais 68 est le point tournant, si on veut, de cette évolution. On a eu une exaltation de l'individu, et on a vu non plus une opposition de classe et une opposition concernant l'organisation sociale de la société, autour de la propriété privée ou d'une socialisation de l'économie, mais une opposition entre l'individu et l'État. Et ça s'est fait intellectuellement avec le triptyque, enfin ce que moi j'appelle le triptyque Orwell-Arendt, donc Hannah Arendt et Foucault. Avec Orwell, d'abord Orwell, évidemment, son livre 1984, qui est le livre, comme j'ai dit à Chouard dans une émission antérieure, est le livre qui était le plus fou en termes de prédiction dans l'histoire universelle, parce qu'en 84, Thatcher était au pouvoir, il n'y avait pas le totalitarisme socialiste, n'existait pas, et en plus, évidemment, c'était le socialisme anglais qu'il attaquait, donc en fait, un socialisme social-démocrate, démocratique, etc. C'était pas uniquement l'anticommunisme, c'était contre la social-démocratie, comme l'était, par exemple, La barbarie à visage humain de BHL, c'est un livre contre le programme commun de la gauche. C'était anticommunisme, mais c'était pas la cible principale. C'était la social-démocratie classique. Et donc, Orwell, alors évidemment, bon, Hannah Arendt, elle est arrivée à faire l'équation Hitler égale Staline, enfin, en gros, sous le couvert de concept de totalitarisme. Il faut dire que quand son livre est apparu dans les années 50, 51, c'était pas accepté, c'était pas acceptable. Tout le monde savait que la guerre avait opposé Hitler et Staline, enfin l'URSS et l'Allemagne nazie, qu'évidemment c'était pas la même idéologie, l'une était raciste, agressive, l'autre pas, etc. Enfin, ça passait pas, mais petit à petit, c'est venu l'idée de totalitarisme. Et avec Foucault, là, on est arrivé dans la parano anti-État. C'est-à-dire toutes les institutions, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'hôpital psychiatrique, l'école, toutes les institutions qui, en fait, sont nécessaires si on veut une société organisée, devenaient des moyens de contrôle sur l'individu. D'accord ? Et de mise au pas de l'individu qui est vu positivement dans la mesure où il échappe au contrôle, le fou, le délinquant, le marginal, le réfugié, etc., etc. Finalement, c'est ça la figure de la gauche. Au lieu d'avoir une opposition entre le prolétariat et la bourgeoisie, pour aller vite, tu avais l'individu déviant ou supposé déviant par rapport à la norme et aux institutions qui veulent normaliser l'individu. Donc on a un changement total de perspective, alors qu'il s'exprime avec le droit des minorités, féminisme, la libération sexuelle, etc. Et tout ça, évidemment, capitalisé sur le déclin et le discrédit progressif de l'URSS et du socialisme dit réel. Alors, évidemment, on a transformé cette transformation, ça a été une transformation totale, hein, parce que on ne se rend pas compte jusqu'à quel point l'ancienne gauche et la nouvelle gauche sont différentes. On parle de gauche, mais évidemment, chez Mélenchon, il y a un mélange des deux, mais quand même, la transformation est vraiment radicale. Alors il a fallu se trouver des ennemis. L'ennemi, c'était même si on continue à parler de bourgeoisie, etc., l'ennemi, c'était les dictateurs ou les gens qui violent les droits de l'homme à l'extérieur, parce qu'on avait fait des droits de l'homme le centre, qui est une notion libérale. C'est pas que je sois contre, mais c'est une notion libérale. Le socialisme a toujours dit, non, les droits de l'homme, ça suffit pas, il faut des droits sociaux. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, les articles 22, 23, etc., garantissent des droits sociaux. Quand je mentionne ça, les gens sont étonnés. C'est pas que les droits individuels, c'est pas que les droits politiques, c'est aussi les droits à l'éducation, au logement, à la sécurité d'existence, etc., qui ne sont pas réalisés, mais ils sont dans la Déclaration universelle. Et ils ont été mis là parce qu'évidemment, à l'époque, c'était fait après la guerre, l'Union soviétique avait gagné la guerre, et évidemment, elle avait un impact sur la notion de droits de l'homme à l'époque, la notion socialiste de droits de l'homme. Bref, on a des ennemis, donc on a des violateurs des droits de l'homme, et alors à l'intérieur, c'est le racisme, le fascisme, le sexisme, le conservatisme des mœurs, etc. Alors, par exemple, je n'ai rien contre l'antiracisme et le féminisme, mais tels qu'ils sont vus,
ce sont des défenseurs de l'idée de l'égalité des chances. D'accord? Parce que s'il y a des discriminations, alors non, il n'y a pas égalité des chances. Je ne suis pas pour les discriminations, mais il faut comprendre que la notion d'égalité des chances est une notion libérale. La notion socialiste, c'était l'égalité de conditions, c'est-à-dire que les gens ont par exemple, la sécurité sociale, c'est un parfait exemple, la santé pour tout, la médecine gratuite, ben ça c'est un exemple typique d'égalité de conditions, parce que tout le monde y a droit en principe. Si on a l'égalité des chances, on n'a que l'égalité des chances, on n'a aucune égalité de conditions, même l'égalité des chances n'est pas réelle, parce que des gens vivent dans des quartiers différents, dans des familles différentes, dans des écoles différentes, etc. Et donc l'égalité des chances, finalement, n'existe pas. Mais l'idéologie, telle qu'elle est vue, tu vois, c'est essentiellement une défense de l'égalité des chances, parce que si on fait des discriminations, c'est horrible. Oui, ça, c'est vrai que c'est horrible, mais il n'y a pas que ça. Et donc, tout ce qui était dépassé, si tu veux, l'idéologie libérale qui avait été construite par les mouvements socialistes, était petit à petit effacé. On revenait à une idéologie libérale classique, jusqu'à un certain point. Parce que l'idée de liberté individuelle, la focalisation sur le droit de l'homme, c'est aussi l'abolition des frontières. Parce que pourquoi est-ce que moi, parce que je suis né ici, j'aurais droit à tous les avantages sociaux qu'il y a ici, et un pauvre type qui est né en Inde ou en Afrique n'aurait pas les mêmes droits. Par conséquent, ouverture des frontières. C'est un slogan que tu entends tout le temps, c'est un slogan, moi je me suis disputé avec les gens qui défendent ça depuis des années. C'est toujours régularisation de tous les sans-papiers. J'ai vu des manifestations, même avec la CGT, le PC, qui étaient avec ce slogan-là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois? Il n'y a plus de sans-papiers? On les régularise à nouveau, ce qui veut dire frontières ouvertes. Il y a 37 millions de réfugiés dans le monde, on les laisse venir tous. Je ne sais pas, quelle est la logique? Chaque fois que je pose la question, je dis, combien vous en voulez? Bon, il y a de nouveaux réfugiés, de nouveaux sans... Et ils te répondent jamais. Ils viennent parce que si c'est l'idéologie des droits de l'homme, c'est un droit. Et alors après, on ne peut plus discuter, parce que si on discute d'un point de vue pragmatique, si on s'intéresse aux conséquences, on sort de la logique des droits. Un droit, c'est quelque chose d'absolu. Tu ne peux pas torturer, bon, c'est un droit, voilà. Et ils font la même chose avec le sans-frontiérisme. Alors en plus, évidemment, il y a aussi la construction européenne, parce que la construction européenne, même si effectivement il y a quand même des frontières en principe à l'Europe, c'est une forme d'abolition des frontières. Alors évidemment, une fois qu'ils ont créé l'Europe, ils ont aboli la souveraineté nationale et la France n'a plus de monnaie, n'a plus les lois, c'est pas elle qui les décide, la Cour européenne de justice décide des décisions importantes, elle fait partie de l'OTAN. Je veux dire, le pays qui était un de ceux qui pouvait défendre sa souveraineté en Europe dans le temps l'a pratiquement perdu. Et ça ne fait que s'aggraver si on continue la construction européenne. Mais tout ça, c'est l'idée, évidemment, de nouveau, la gauche n'était pas capable de s'y opposer, donc elle n'est pas capable de s'opposer au néolibéralisme, puisque l'idéologie, toute son idéologie mène à ça, ou est en accord avec cela, tu vois. Alors tu as aussi, évidemment, la question des guerres humanitaires. Pratiquement toute la gauche a applaudi la guerre du Kosovo, la guerre en Libye, l'armement des rebelles en Syrie. Maintenant, on est pour armer l'Ukraine, etc. Besancenot, l'extrême gauche, soi-disant, il appelle à armer l'Ukraine. Je veux dire, c'était déjà comme ça dans les guerres antérieures. Bon, moi j'ai écrit tout un livre là-dessus, hein, impérialisme humanitaire, mais de nouveau, ils se sont... je veux dire, la gauche classique aurait été pour le respect, au minimum pour le respect du droit international. Elle aurait été pour la paix, elle aurait été pour la diplomatie. Toutes ces choses-là ont volé en éclats. Tu vois, maintenant, la diplomatie, c'est chaque fois Munich, c'est chaque fois faire des concessions au nouveau Hitler, etc. On a créé une fantasmagorie absolument délirante. Et alors, évidemment, tu as la question de l'antiracisme. De nouveau, comme je dis, c'est évidemment l'abolition des frontières. Donc, c'est en fait, tu as un discours pro-immigration, tu vois, qui fait que tu ne peux pas réellement discuter de l'immigration parce que tu es évidemment suspecté ou taxé de raciste. Mais, je veux dire, si vraiment l'idée qu'il y a des frontières est raciste, alors tous les États du monde, à toutes les époques, ont été racistes. D'accord ? La Corée du Sud est raciste, tu ne rentres pas là-dedans comme pour le prendre, ou le Japon, tu comprends? Je veux dire, et bien sûr la France aussi, parce que même en France, tu ne rentres pas comme ça, comme dans un moulin, mais l'idéologie, c'est que idéalement, ça devrait être possible, tu vois, d'abolir toute forme d'État, finalement, alors toute forme d'État, et donc toute forme de démocratie aussi. Alors évidemment, alors le problème, évidemment, ma définition de l'antiracisme, par exemple, c'est une phrase de Chomsky, mais que j'aime bien, qu'un individu est ce qu'il est, il n'est pas le représentant du groupe auquel il est supposé appartenir. Mais mais c'est presque
cette définition est pratiquement l'opposé de ce qu'est l'antiracisme aujourd'hui, parce que l'antiracisme maintenant revient à la politique de l'identité, c'est-à-dire on défend les gens en fonction de leurs origines, tu vois. On considère positivement certaines origines, d'origine essentiellement étrangère, marginale, etc., etc. Il y a deux exemples qui m'ont fait rire. Un qui est récent, c'est Douria Boutelja, qui est vraiment comique, mais bon. Elle fait rigoler tout le monde, mais moi, elle me fait rire. Mais elle a dit qu'il fallait voter Mélenchon, que dans la communauté musulmane, on avait trouvé qu'il fallait voter Mélenchon parce qu'il avait dit que Mohamed, c'était un beau prénom. Tu vois, en réponse aux conneries de Zemmour qui veut interdire les prénoms. Ça, c'est ridicule, mais ça, c'est très antilibéral, entre parenthèses. Mais évidemment, c'est pas non plus libéral de dire, c'est pas aux hommes politiques de décider quels sont les beaux prénoms, les pas beaux prénoms. Mais le fait qu'elle ait une réaction en disant il faut voter pour lui parce qu'il a dit que c'est un beau prénom, Mohamed, je veux dire, s'il veut détruire par exemple l'industrie française en supprimant le nucléaire, qui à mon avis serait une catastrophe pour l'industrie française et qui affecterait évidemment les gens d'origine immigrée autant que les Français d'autres origines. Elle a l'air de dire on s'en fout. Elle dit d'ailleurs explicitement, elle n'a pas besoin de lire son programme. On vote pour lui parce qu'il dit ça. Donc ça, c'est vraiment la politique identitaire, enfin identitaire ou symbolique, où les symboles ont plus d'importance que les programmes. Et un autre truc, c'était il y a longtemps, j'ai vu Philippot qui avait rencontré des représentants de communautés immigrées ou d'origine immigrée, et ils lui disent est-ce que vous mangez, à l'époque il était au Rassemblement National, au Front National, et il dit est-ce que vous mangez du couscous? Moi, j'ai vu ça, je me dis, mais ces gens sont contents. Je veux dire, ils n'ont pas de problème d'emploi, ils n'ont pas de problème de logement, parce que comment peut-on se préoccuper de savoir ce que les gens mangent? Je veux dire, est-ce que tu crois que pendant la guerre d'Algérie, les Algériens auraient demandé aux Français d'Algérie s'ils mangeaient du couscous? Ça veut dire qu'ils avaient d'autres problèmes, ils étaient en guerre. Je veux dire, si les gens ont des vrais problèmes, ils ne se préoccupent pas de savoir ce que les autres mangent. Tu comprends? Je veux dire, c'est des trucs symboliques. Je comprends qu'ils aient cette dimension symbolique, mais si ces trucs symboliques viennent en avant les questions concrètes de programme, d'accord, on s'appelle Mohamed, on mange du couscous, des trucs comme ça, et des exemples comme ça, on pourrait donner des centaines. On n'est plus dans la politique, tu vois. Et alors évidemment, il y a alors un autre truc que j'ai toujours dit aux gens qui défendent la politique de l'identité, c'est qu'ils doivent se méfier parce que la politique, il y aura en réaction une politique identitaire du groupe majoritaire, c'est-à-dire des Français de souche, des catholiques ou des républicains. En France, c'est souvent des républicains, mais dans d'autres pays, ça peut être des catholiques ou des gens qui ne sont pas vraiment catholiques, mais dont l'identité va être catholique, qui vont faire de leur identité la même chose que les musulmans et les juifs font avec leur identité. Et donc, tu as une réaction, et tu vois ça un peu partout maintenant, tu as des réactions identitaires majoritaires. Quand je vois des gens qui sont là devant la municipalité de Grenoble à chanter la Marseillaise parce qu'on pense lever l'interdiction sur le burkini dans les piscines, je me dis, mais ça, c'est typiquement une réaction identitaire de gens qui se pensent républicains, laïcs, etc. Moi, c'est pas laïque du tout, mais de mon point de vue, mais moi, j'ai une toute autre définition de la laïcité mais c'est une réaction identitaire du groupe majoritaire, c'est-à-dire en France, qui est républicain, etc. Mais c'est tout aussi fou que de dire qu'il faut voter Mélenchon parce qu'ils trouvent que c'est à l'inverse, c'est-à-dire que c'est des sentiments identitaires. C'est aussi un problème, si tu veux, que les libéraux et les socialistes, et ça a été expliqué par beaucoup de gens depuis très longtemps, ignorent, c'est justement le sentiment identitaire, le sentiment religieux. Tu vois, il y a cette idée chez les libéraux que l'homme est fait pour maximiser son panier de biens. Donc il rentre sur le marché, il essaie de gagner un maximum en travaillant un minimum. Les marxistes, un peu différents, parce qu'ils diront que les gens sont attachés à leur intérêt de classe. Mais ça, c'est que très très partiellement vrai. Tu le vois dans l'histoire de façon répétée, les gens sont attachés à leur groupe ethnique, religieux, etc., national. Tu vois ça sans arrêt. Et ce qui divise les Ukrainiens, entre l'Est et l'Ouest, c'est quelque chose comme ça. En Belgique, il y a deux communautés, et les communautés sont différentes, ils ont des identités différentes. Et avec l'immigration, on a fait venir des gens qui ont une autre identité, tu vois, qui ont un sentiment identitaire. Bon, ça va peut-être s'estomper avec le temps, mais pour l'instant, ils ont ce sentiment identitaire qui est différent. Et alors, tu as des conflits sans arrêt sur des questions symboliques, et ça, c'est quelque chose que les socialistes et les libéraux ont tendance à ignorer, et je ne sais pas comment résoudre le problème, mais il faut au moins être comment dirais-je... En être conscient. En être conscient, oui, c'est ça. Alors, évidemment, un autre problème, évidemment, c'est que avec l'antiracisme, avec l'antifascisme et l'antiracisme, bon, le racisme, je suis sûr qu'il y a beaucoup de racisme, mais il n'y a pas de loi raciste.
Il y a des gens ont des sentiments identitaires. Parce que finalement, le racisme, c'est le sentiment identitaire majoritaire. Tu vois? C'est-à-dire que les gens se sentent français, ils se sentent blancs, ils se sentent républicains, ils se sentent catholiques, ils se sentent peu importe, mais c'est leur sentiment à eux, leur sentiment identitaire devient la définition du racisme, en particulier l'hostilité à l'immigration, ou aux gens d'origine immigrée, etc. Mais il n'y a pas de loi, tu vois, il y avait des lois, par exemple, je sais pas, évidemment, il y avait l'étoile jaune pendant la guerre, mais il y avait des lois qui interdisaient aux Noirs de s'asseoir à l'avant du bus aux États-Unis, il y a des tas de lois discriminatoires, les femmes ne pouvaient pas voter, enfin, si tu remontes dans le temps, mais aujourd'hui, je n'en vois pas. Quand je demande aux antiracistes, mais quelle loi voulez-vous changer? Il n'y a pas vraiment de loi. Ce qu'ils veulent, c'est s'attaquer à la liberté d'expression. Parce qu'évidemment, si le groupe majoritaire s'exprime et qu'il exprime des vues identitaires du groupe majoritaire, alors évidemment, c'est considéré comme raciste et on pourrait les en cirer. Mais ça, c'est une politique catastrophique, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Tu vois? Et ça a été utilisé abondamment par les organisations sionistes pour faire taire toutes les critiques d'Israël, de leur communauté, etc. Et alors, il y a ce que j'appelle le sionisme du pauvre, ou des organisations indigénistes, minoritaires, quoi. Indigénistes. Oui, ce qu'on appelle indigénisme, mais moi j'appelle ça le sionisme du pauvre, c'est-à-dire ils veulent faire avec l'esclavage de la colonisation, utiliser le même, essayer de culpabiliser le groupe majoritaire avec l'esclavage de la colonisation, comme les autres le font avec l'Holocauste. Mais comme on n'était pas là à l'époque de l'esclavage, de la colonisation, que les gens n'étaient pas là lors de l'Holocauste, à un moment donné, les gens en ont marre qu'on essaie de les culpabiliser avec des crimes du passé qu'ils n'ont pas commis, dont ils ne sont pas responsables. Et évidemment, on peut dire qu'ils en profitent, mais bon, qui en profitent, ça devient compliqué, parce qu'on commence à discuter de profit, tu peux discuter en termes de classe plutôt que uniquement en termes de groupe ethnique. Bref, donc tu as... Alors évidemment, si tu veux, le tournant libéral a quand même certaines particularité. Parce que, comme je dis, un libéral classique, d'abord, il peut défendre la souveraineté nationale de façon à avoir la démocratie, parce qu'il faut bien que la démocratie s'exprime à travers un peuple, il faut bien qu'il y ait un peuple, il n'y a pas de peuple européen, donc un libéral peut très bien être contre. Tu vois, les libéraux, par exemple, des gens comme Hayek, qui était un libéral extrême sur le plan économique avant-guerre, il disait ça explicitement, c'est un texte que je peux te retrouver, où il disait explicitement qu'il fallait construire l'Europe pour éviter le socialisme et le fascisme, qui étaient deux systèmes, si tu veux, qui ne pouvaient se développer qu'à l'intérieur d'un État-nation. Il fallait détruire l'État-nation de façon à avoir un gouvernement européen qui ne pourrait pas être, si tu veux, autre que technocratique, et qui serait là uniquement pour garantir la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre. Il disait ça explicitement. Si tu fais à l'intérieur d'un État-nation, tu peux dire non, vous ne pouvez pas exporter, vous pouvez délocaliser, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Tu peux avoir un contrôle social de la production. Si tu n'as pas de peuple et que tu n'as pas de gouvernement démocratique, tu as un gouvernement technocratique comme on a au niveau de l'Union européenne, mais tu n'as pas ces politiques. Et donc le socialisme et le fascisme est impossible. Et c'est Hayek qui était très explicitement en faveur de ça. Mais tu peux avoir des libéraux qui seraient favorables à la souveraineté nationale. Par exemple, Henri de Lesquen, il veut mettre à la poubelle, il veut détruire le code du travail, mais il est contre l'immigration, et donc il veut restaurer la souveraineté nationale, ou quelqu'un comme... Même Zemmour. Zemmour est un exemple de ça aussi. Oui, là, il y a une différence entre les deux, mais disons, c'est un des... Enfin, ce qui est certainement opposé au libéralisme classique, c'est l'attaque contre la liberté d'expression, qui est interne à cette nouvelle gauche. Il y a aussi le rejet du progrès. Tu vois, les libéraux, évidemment, voient le progrès à travers le marché libre, etc., mais ils reconnaissent aussi le rôle de la science et de la technologie. Tandis que maintenant, c'est devenu un arc réflexe dans la gauche. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, quand il y a eu les nanotechnologies, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ils sont contre, ils vont être contre, les OGM, ils vont être contre, le nucléaire, ils vont être contre, toutes les innovations, ils vont toujours être contre, tu vois? Et donc, moi comme scientifique, je suis assez choqué par cela. Mais c'est anti-libéral, tu vois, donc comme je dis, ils sont devenus libéraux dans un certain sens, mais avec des nuances, et en fait, là, sur toutes les questions aussi de rationalité, de rationalisme, qui est vu comme ringard, qui est vu comme dépassé, etc., ils ont une position qui est carrément qui aurait été dans le temps d'extrême droite, parce que dans le temps, c'était ce qu'on aurait appelé l'extrême droite religieuse, tu vois, monarchique, féodale, etc., qui était contre le progrès, la modernité, etc. D'ailleurs, c'est très marrant de voir, si tu veux, d'un point de vue philosophique, quels sont les grands penseurs de cette nouvelle gauche, c'est Heidegger et Nietzsche, mais évidemment, dans le temps, tout le monde aurait dit que c'était d'extrême droite.
Tu vois, je veux dire, mais c'est devenu, avec des gens comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc., c'est devenu des penseurs tout à fait respectables, acceptés ou retournés d'une certaine façon et incorporés dans cette nouvelle gauche. Alors je pense que, si tu veux, cette nouvelle gauche est dans une crise totale. Parce que les guerres humanitaires, le Kosovo, ça a été un grand succès. C'est dire intéressant de voir que les Verts allemands, par exemple, qui sont vraiment les héritiers de cette nouvelle gauche en Allemagne, ce sont les plus bellicistes de tous, ce sont les plus excités pour les sanctions contre la Russie. Ils sont prêts pratiquement à détruire l'économie allemande pour prendre ces sanctions. Mais le tournant, c'était en 99 avec la guerre du Kosovo. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui était un Vert, qui était Joschka Fischer, qui était un type très particulier parce qu'il était un combattant de rue dans des manifestations contre les Américains quand il était jeune, il n'a pas fait d'études. Il est docteur honoris causa quand même de certaines universités. Là, il ne faut pas être complotiste pour se demander comment est-ce qu'il est arrivé, comment est-ce que les Américains ont autorisé ça. C'est pas quelque chose d'un peu bizarre parce qu'il a complètement retourné la politique allemande. Il y avait un slogan, surtout en Allemagne de l'Est, mais qui était que plus jamais une guerre ne partira du sol allemand. Et il s'est été retourné en il faut faire la guerre humanitaire pour empêcher un nouvel Auschwitz. Et donc, cette transformation chez les Verts allemands est arrivée à ce moment-là. Et eux sont devenus les plus bellicistes, si tu veux, qu'on puisse imaginer. Alors, évidemment, ils ont quand même perdu en Syrie. Enfin, ils ne sont pas arrivés à un changement de régime en Syrie. En Afghanistan, c'était une catastrophe. En Ukraine, on verra, mais leur victoire est loin d'être certaine. J'en sais rien, je ne peux pas prédire. Mais en tout cas, les sanctions économiques, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Et en fait, ça se retourne plutôt contre nous. Bon. Et donc, je pense qu'ils sont dans une impasse. La crise économique fait qu'évidemment, il y a un retour du nucléaire. On se rend bien compte qu'on a besoin d'énergie, surtout si on veut se débarrasser du gaz russe. Alors évidemment, si on a besoin du nucléaire, c'est mauvais pour eux. L'agriculture, on aura probablement besoin d'une agriculture très productiviste parce qu'on risque de manquer de blé s'il n'y a plus de blé ukrainien ou il y a moins de blé russe, etc. L'immigration, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, provoque une hostilité croissante. Tout le discours woke, tout le discours politiquement correct, toute la censure, etc., provoque une réaction négative. Et donc tout ça alimente ce qu'ils appellent la droite ou l'extrême droite. Et donc, si tu veux, le problème, si tu veux, c'est que c'est pour ça que cette nouvelle gauche, si tu veux, libérale, a des aspects anti-libéraux. Et alors, évidemment, beaucoup de gens vont finalement préférer l'original à la copie, ou l'original, c'est Macron. L'original, c'est le libéralisme plus ou moins classique. Bon, Macron, bon, ça dépend un peu de certains aspects, mais... Et l'opposition à ce libéralisme dominant ne va plus s'exprimer comme il aurait été dans le temps dans des mouvements socialistes, mais dans l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite. Mais c'est parce que la gauche a totalement perdu la perspective d'un quelconque collectif, elle a perdu la perspective de la souveraineté nationale, elle a perdu la perspective du contrôle social sur la production, elle a perdu la perspective de la lutte des classes, etc., parce que tout est devenu la lutte de l'individu contre l'État. Et donc cette transformation idéologique, si tu veux, a été catastrophique. Et d'une certaine façon, ce que je reproche à la NUPES, ou à Mélenchon, c'est de ne jamais faire le bilan de cette transformation, ou même de ne pas en être conscient. Pour moi, la NUPES, bon, je parle avec des gens du PC, par exemple, c'est l'alliance de la carpe et de plusieurs carpes, de plusieurs lapins. À mon avis, ils ont vu que Mélenchon avait été une position dominante, donc ils sont passés par des fourches codines, ils ont fait un accord avec Mélenchon pour sauver des sièges, et quand ils auront leur siège, ils se disputeront les uns les autres, ils ne vont pas rester très unis, à mon avis, ils ne vont pas gagner les élections au point d'avoir comment dirais-je, une majorité parlementaire. Enfin, on verra, hein, mais on verra. Moi, je leur souhaite bonne chance, mais je n'y crois pas. Et j'aime bien Frédéric Lordon, il dit, mais Mélenchon, il ne pourrait pas s'asseoir dans son fauteuil de Premier ministre avant qu'il n'ait sur le dos toute la finance internationale, l'Europe, l'Allemagne, toute la presse, etc. Et comment il va réagir à ça, comment il va répondre à ça, comment il va se défendre, comment il va-t-il être un petit Tsipras bis. Il n'y a pas le rapport de force, il n'y a pas l'analyse. On a l'idée que le pouvoir est au Parlement. Le pouvoir n'est pas au Parlement. Le pouvoir est dans les médias, il est dans
les capitalistes, etc. Et c'est pas le Parlement. Si tu n'as pas de force en dehors de ça, tu n'as rien. Tu comprends déjà maintenant. Der Spiegel a fait un article sur ce démagogue de Mélenchon qui est anti-allemand, qui est anti-européen, etc. Quand on voit le déchaînement des médias sur le fait que Mélenchon serait soi-disant anti-européen, alors qu'il ne l'est pas, mais il propose peut-être de désobéir à certaines règles, et donc ces règles, et comme le voulait Hayek, si tu veux, enfoncent l'économie dans la chape de plomb du libéralisme économique et interdisent toute forme, même pas de socialisme et de keynésianisme, si tu veux. C'était le rêve d'Hayek qui est réalisé. Et alors, si Mélenchon propose d'en dévier un petit peu, il y a une levée de bouclier, l'anti-européen, c'est horrible, etc. Il est pro-Poutine. Alors, sur la politique internationale, il n'est pas trop mauvais, mais il se couche sur tout. Mais il a dit du bien de Chavez, et pourquoi pas? Après tout, Chavez, c'est un dictateur, mais c'est un dictateur élu. Maintenant, on a inventé le concept de dictateur élu. Poutine est élu, Orban est élu, Chavez est élu, Bolsonaro est élu, Trump a été élu, tous ces gens-là ont été élus. Chaque fois, on hurle au fascisme, au communisme, en réalité, ils sont élus. Et donc, c'est incohérent. Et donc, je trouve que Mélenchon, moi, je l'apprécie justement pour les trucs pour lesquels il est le plus détesté, c'est-à-dire que parfois il est critique de l'Europe et il est critique, manifestement, il n'aime pas la domination américaine sur le monde, et alors il est critiqué pour cela. Mais, comme je dis, il est héritier d'une situation que je viens de décrire, et je ne vois pas comment on peut, tu vois, parce que finalement, il y a trop de problèmes aussi économiques, si tu veux, en étant inséré dans l'Union européenne. Il y a un pays qui a des déficits énormes à la fois, déficit de la balance, surtout déficit de la balance des paiements. Je pense que les gens qui peuvent être attirés par comment dirais-je, peuvent être attirés par son programme jusqu'à un certain point. Mais beaucoup de gens sentent que ce n'est pas possible, vu les rapports de force, et alors ils ne vont pas voter pour lui, tu comprends? Et alors, effectivement, à cause de la question de l'immigration, l'interprétation qu'on donne du racisme, etc., il lui manque une bonne partie du peuple. Et finalement, il a la stratégie Terra Nova, c'est-à-dire les minorités, en particulier les musulmans, puis alors des militants identitaires, etc., et une petite bourgeoisie intellectuelle déclassée. Mais ça ne fait pas une majorité. Et donc, on verra, mais je pense qu'il y a énormément de problèmes, si tu veux. Et comme je dis, il n'est pas le pire. Il n'est sûrement pas le pire dans la NUPES, mais je le vois pas, si tu veux, arriver à changer suffisamment autant la situation qu'on devrait le faire. Si tu veux, je peux expliquer ce que je pense qu'on devrait faire, mais ce qu'on devrait faire est tellement utopique que... Ah oui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je dirais qu'il faut commencer par nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire on devrait discuter sérieusement, calmement, posément de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Faut pas oublier qu'en 2011, l'époque où Mélenchon même a applaudi la guerre contre la Libye, ce qui n'était pas très bon, il a aussi dit que les gens qui voulaient sortir de l'euro étaient maréchalistes, donc pétainistes, donc fascistes, si tu veux. Ce qui est quand même absurde, parce qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. L'euro, c'est une question technique. C'est une question technique, la monnaie. Ancrer la monnaie sur par exemple, il y a des tas de pays d'Amérique latine, tu le connais ça mieux que moi, qui ont pris le dollar, qui ont lié leur peso, leur monnaie au dollar. Puis ça c'est en général mal terminé. Je veux dire, ces questions de monnaie, c'est des questions à la limite techniques, tu vois. Et c'est pas une question d'être maréchaliste. De Gaulle, qui était sûrement pas maréchaliste, n'aurait jamais accepté l'euro, tu comprends. Donc je veux dire, ça montre tu vois, ça montre vraiment l'antifascisme imaginaire, c'est-à-dire on traite de fascistes des gens qui ont des positions parfaitement discutables. Et déjà, il était dans cette mentalité, il a évolué là-dessus. Alors l'autre truc qu'il faudrait faire, c'est défendre la rationalité, défendre la science, etc. Mais ça, c'est de la lumière, parce que la mentalité écolo, la mentalité anti-nucléaire, la mentalité anti-OGM, anti-agriculture, toute cette mentalité est a tellement envahi ce qui se passe pour la gauche que moi, je lève les bras au ciel et je demande à quel sein me vouer, quoi. Alors l'autre truc, évidemment, je trouve qu'il faudrait mettre à plat la liberté d'expression, tu vois. Oui, les gens peuvent exprimer leurs convictions religieuses, mais on peut aussi nier l'Holocauste, on peut aussi inciter à la haine, etc. Toutes ces lois qui tendent à réprimer la liberté d'expression ou
On a des républicains qui se mobilisent contre l'islamo-gauchisme d'une part, et puis d'autre part qui luttent contre l'antisémitisme, etc. Tout ça, c'est malsain. Tout ça, c'est malsain. On discute, ok, dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez, puis on discute. Tu vois, pour moi, j'ai une conception de la laïcité, mais totalement opposée à la conception. Moi, c'est live and let live, hein. C'est un slogan 68 heures, mais vivez et laissez vivre. Laissez vivre les gens. S'ils veulent mettre un burkini, ben ils mettent un burkini. S'ils veulent mettre un foulard, mettent un foulard, tant qu'ils ne feront pas de mal à autrui. Ni les chambres à gaz, ni les chambres à gaz. Je veux dire, puis si vous voulez en discuter, vous en discutez. Vous ne voulez pas en discuter, vous en discutez pas, c'est tout. Je veux dire, pour moi, tout est malsain parce que tu as... je t'ai dit ça en aparté avant qu'on fasse l'interview, mais le mouvement Égalité-Réconciliation, c'est un mouvement qui est né paradoxalement, enfin c'est pas paradoxal, mais il est né de la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme a été tellement instrumentalisée au service d'Israël, au service de la communauté juive, si on veut, ou en tout cas des organisations sionistes qui sont présentes de la représenter, qu'à un moment donné, il y a une réaction antisémite. Et c'est comme ça pour tous. Il y a une réaction identitaire musulmane face à la laïcité, ou une réaction laïcarte face à l'islam, etc. Mais la seule façon de combattre ça, selon moi, c'est une solution libérale classique qui est laisser les gens s'affronter, laisser les gens, des opinions s'exprimer, toutes les opinions, tant que c'est des opinions. Hein. Mais ça, c'est à des années-lumière, tu vois. Alors, un autre truc, évidemment, qui est aussi revenir sur une des grandes erreurs des années 60, c'est un slogan en anglais de personalist political, le personnel est politique. Ce qui est personnel est politique. Non, ce qui est personnel n'est pas politique. La politique, c'est justement l'euro, c'est l'économie, c'est les lois, etc. Mais les opinions, par exemple, savoir si Mohamed est un beau prénom ou pas, c'est pas politique. C'est des trucs privés, tu vois. Par exemple, l'affaire Tahabouaf, pour moi, ça relève des tribunaux, que ce soit à la fois les insultes, que ce soit les viols, etc. Bien sûr, c'est normal que la France insoumise discute si elle l'investit ou pas, mais fondamentalement, s'il y a viol, ce sont des faits graves qui doivent être portés à la connaissance du parquet, puis après, ça, je décide de s'en occuper, mais c'est plus une question politique, tu vois. Et c'est important, les vêtements, c'est pas politique. Enfin, pour moi, toute la discussion, justement, qui est liée à la politique de l'identité, est liée au fait que maintenant, on a fait du personnel, de ce qui est personnel, ce qui est purement individuel, des questions politiques, ce qui est très antilibéral. C'est pour ça que c'est libéral dans un sens particulier du terme, c'est pas vraiment libéral dans le bon sens du terme. Et par exemple, quand tu as l'attentat, maintenant tu as cet attentat à Buffalo, horrible attentat aux États-Unis où un type tue 10 personnes. La plupart sont noirs et lui est un suprémaciste blanc, d'après ce qu'on sait. Je vois des gens qui disent oui, vous voyez, c'est tous les racistes, oui, amènent le racisme, etc. Tu as un attentat musulman, fait par des musulmans, qui crient Allahu Akbar, etc. Les mêmes disent pas d'amalgame, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Oui, mais où est la logique, tu vois? Je veux dire, ou bien c'est tous les racistes, parce que tu peux être raciste, il y a des gens qui sont tout à fait racistes, qui sont pour la remigration, comme il s'appelle, Renaud Camus, mais qui est totalement non-violent et totalement opposé à la violence. Alors si des gens sont comme ça, qui disent on est contre la violence et c'est pas notre faute, s'il y a des gens qui sont violents, nous on les condamne, est-ce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent? Moi, je dis pas ça, je suis d'accord avec eux, mais est-ce qu'ils ont le droit de le dire? Ou bien il faut les amalgamer aux violents, mais il faut pas le faire avec les musulmans. Tu as des musulmans les plus pieux, les plus bigots et tout ce que tu veux, qui sont opposés à la violence. Quand eux disent qu'ils sont opposés à la violence, non, c'est l'islam qui entraîne la violence, patati patata. Bon, il n'y a pas de cohérence. Et de nouveau, c'est le problème, effectivement, c'est de laisser... de séparer, si tu veux, la question politique, c'est une question, par exemple, des armes à feu, ça c'est des questions politiques, la répression, la sécurité, ça c'est des questions politiques, mais les questions, si tu veux, symboliques, de dire, voilà, on va utiliser l'attentat de Buffalo pour censurer ce qu'on appelle racisme, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est sur l'immigration, tous les discours sur l'immigration, ou dans l'autre sens, utiliser les attentats pour censurer l'islam ou l'islamo-gauchisme ou l'antisémitisme, etc., etc. Ça, ce sont des erreurs. Mais tout ce que je dis là est tellement, si tu veux, suppose une telle révolution culturelle, une telle révolution dans les mentalités, que tout ce que j'arrive à faire, c'est à me faire détester par tout le monde, quoi. Sauf par nous. Sauf par les médias pour tous. Le média pour tous, mais qui n'est pas pour tous. Qui voudrait bien être pour tous.
Merci beaucoup, Jean Bricmont. Merci, Vincent.